On se souvient tous de ces images de violents affrontements opposant des populations aux forces de l'ordre. Alors c'était en Égypte, en Indonésie ou encore au Sénégal. Comme en ce 31 mars 2008 à Dakar, où pour la première fois de son histoire, l'association des consommateurs sénégalais organisait une manifestation publique au cœur de la capitale. Et le lendemain, c'était au tour de la Côte d'Ivoire de s'embraser suite à la hausse brutale des prix de la nourriture et des carburants. Et on verra que ces deux notions peuvent être liées. Pour vous donner un ordre d'idée, en Côte d'Ivoire, en moins de 3 jours, le kilo de viande de bœuf passe de 1,68 $ à 2,16 $. Et le prix de l'essence lui-même augmente de 1,44 $ à 2,04 $. Des images d'émeutes qui prennent des tournures aussi humainement dramatiques. Il y a 7 morts au Cameroun entre 2008 et 2009 sur ces émeutes de la faim. Et puis aussi des tournures politiquement drastiques. Je me souviens de la destitution par le Sénat haïtien du Premier ministre Jean-Édouard Alexis. Il y a toutes ces causes et on va essayer de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là. Et surtout, comme l'a dit Alain Blogowski, comment éviter de nouvelles émeutes de la faim. Parce que ça, on s'en souvient peut-être un peu moins, mais on en parlera avec vous, Monsieur Chalmin. Après 2008, il y a eu 2010. Bien, merci. Alors, vous avez bien fait de rappeler ce par quoi tout a recommencé, c'est-à-dire ces émeutes de la faim en 2008 qui avaient été provoquées par la flambée des prix mondiaux, la flambée des prix des céréales, du blé, du riz, la flambée des prix du soja, etc. Et qui se sont produites dans de très nombreuses villes de pays du tiers-monde. Et finalement, ça a eu un retentissement énorme, parce que ce mot de faim, on l'avait un peu oublié. Et soudain, c'était le retour d'une très vieille angoisse que les hommes croyaient avoir pratiquement éradiquée dans nos sociétés d'abondance. Et puis, soudain, il a explosé. D'ailleurs, en 2008, il a eu tellement d'impact que, on a organisé en toute vitesse un sommet mondial de l'alimentation à Rome. Tous les chefs d'État possibles et imaginables sont venus et la patte sur le cœur, on dit non, non, plus jamais ça, etc. On a assez rapidement oublié la chose, car en 2008, souvenez-vous, il y eut d'autres événements et que la faim, elle est passée au deuxième plan par rapport aux catastrophes bancaires, la faillite de Lehman Brothers, etc. et la grande crise économique de 2008. Et donc, chaque fois, et ce furent 2008, 2010, 2012, chaque fois nous avons eu ces mêmes images. Alors, certaines moins peut-être d'émeutes de la faim, que cette prise de conscience finalement que il y avait un défi que l'on avait peut-être un petit peu oublié et qui était le défi alimentaire. C'est vrai que les années 80-90, marquées par l'abondance, on avait peut-être un peu oublié cela et soudain, c'est un sujet qui est revenu à la une, qui est redevenu une urgente nécessité. Il est clair que si je regarde sur une longue période, l'histoire des hommes a toujours été quelque part une sorte d'alternance entre abondance et pénurie. Et il faut reconnaître que chaque fois que nous avons vécu des périodes de pénurie, il y a eu quand même des sorties par le haut. Dans les années 70, nous avons connu une période de très forte tension sur les marchés agricoles et à l'époque, si vous vous souvenez d'un livre qui avait fait beaucoup de bruit, le rapport au Club de Rome Halte à la croissance, publié en 1972, Halte à la croissance disait « Le monde ne sera pas capable de se nourrir ». Et à la fin de ce siècle, il parlait du XXe siècle, les populations urbaines seront condamnées à la malnutrition. Le Club de Rome s'est trompé, car il y a eu d'une part la mise en valeur de nouvelles terres, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution verte, et la production agricole mondiale a considérablement augmenté. Quand j'ai
commencé mes activités, il y a maintenant malheureusement une bonne quarantaine d'années, sur ces problématiques, le monde produisait grossièrement un peu plus d'1 milliard de tonnes de grains, qu'il s'agisse de céréales ou d'oléagineux. Sur la campagne dans laquelle nous nous trouvons, 2015-2016, on devrait produire un petit peu moins de 3 milliards de tonnes de grains. Donc, quelque part, la question est moins d'ailleurs probablement une question de disponibilité globale qu'une question qui me semble beaucoup plus importante, qui est la question de la répartition et de la richesse. Mais on va revenir sur ces questions de répartition qui font partie de cette question. Par exemple, en 2008, selon les perspectives de récolte et de situation alimentaire, la récolte mondiale de céréales avait atteint un record à cette époque-là de 2164 millions de tonnes. Et la question, c'était sa répartition. 1,6 million de tonnes étaient utilisées pour la consommation humaine. Après venait la consommation animale avec 754 millions de tonnes et l'utilisation industrielle. D'où ma question, après votre constat. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a ces problèmes ou ces questions de spéculation alimentaire? Le blé, le riz, comme vous l'avez dit, sont devenus des produits de marché. Et puis après, simplement, est-ce qu'il n'y a pas une question d'utilisation de la terre et on parlera des biocarburants? Alors, c'est vrai que je reviens encore en 2008. On avait assisté à l'époque à une augmentation considérable des prix mondiaux. Grossièrement, pour vous donner un ordre de grandeur, le prix du blé était passé de 100 à 300 $ la tonne. Et quand on a des variations pareilles, immédiatement, on se dit c'est la faute à la spéculation. Je me souviens même d'un ancien Premier ministre français qui est devenu une des grandes consciences de la gauche, je veux parler de Michel Rocard, qui avait dit, mais au fond, ça c'était très français d'ailleurs, qui avait dit, c'est très simple, il suffit de fermer les marchés. Ce qui est, bien entendu, totalement ridicule. C'est vrai, et cela peut apparaître choquant, que la nature des marchés agricoles est caractérisée par leur éminente instabilité. Effectivement, et bon, je suis peut-être un économiste un peu libéral, mais c'est vrai que sur un marché, un prix se forme par la rencontre de l'offre et de la demande. En matière alimentaire, la demande, globalement, on peut estimer qu'elle est relativement stable ou qu'elle évolue selon un trend démographique relativement prédictible. Par contre, l'offre est par essence instable, puisqu'elle est liée aux aléas climatiques. 2008, c'était El Niño, 2010, une canicule en Russie, 2012, une sécheresse aux États-Unis. Cette année encore, nous craignons un épisode El Niño, c'est-à-dire un renversement des courants dans le Pacifique et l'océan Indien, provoquant des pluies là où normalement il ne pleut pas et des sécheresses là où on attend de la pluie. Bien, cette instabilité agricole fait d'ailleurs que, historiquement, c'est les premiers marchés qui ont fait l'objet de l'étude des économistes et du souci des gouvernements, de par leur instabilité naturelle, ce sont les marchés agricoles. La nature même des marchés agricoles, elle a toujours été d'être instable. Et ce n'est pas un hasard si c'est pour l'agriculture que se sont développés ce que l'on appelle aujourd'hui dans le milieu financier les marchés dérivés. Les premiers marchés à terme apparaissent la grande période de la spéculation sur les tulipes à Amsterdam en 1647, sur le marché du riz dans le Japon des Tokugawa au XVIe et au XVIIe et au XVIIIe siècle, et les premiers marchés à terme de l'ère moderne sont créés dans cette grande capitale agricole des États-Unis, qui était à l'époque Chicago. Beaucoup d'études ont été menées pour justement essayer de voir
quel était le rôle de la spéculation? Est-ce que la spéculation augmentait la volatilité des prix? Est-ce que surtout, lorsque les prix flambaient, les horribles spéculateurs s'en mettaient plein les poches, etc. Et bon, les résultats sont relativement probants. Ce n'est pas la faute à la spéculation. Nous avons d'ailleurs un certain nombre de marchés de produits agricoles pour lesquels il n'y a pas, pour des tas de raisons, de spéculation financière, pour lesquels il n'y a pas de marché dérivé. C'est le cas du riz, par exemple, ou c'est le cas des produits laitiers. Et nous avons eu, ces dernières années, des volatilités sur ces marchés tout à fait considérables. Ça vous a peut-être échappé parce que nous sommes en Europe avec, je reviendrai, encore quelques restes de politique agricole commune, mais les prix mondiaux des produits laitiers ont été multipliés par 2 entre 2010 et 2014, et depuis leur sommet au début de 2014, ont perdu pratiquement la moitié de leur valeur, ce qui pose d'ailleurs aujourd'hui notamment en France, un certain nombre de problèmes. Et donc, cette spéculation, elle n'est, si je prenais une comparaison, elle n'est que l'écume sur la vague. Vous savez, quand la mer est déchaînée, vous avez l'impression qu'elle est blanche, tellement il y a d'écume. Et vous vous dites, cette mer, elle n'est qu'écume. Mais la réalité et l'important, c'est la vague. Et c'est la vague, c'est-à-dire le rapport offre-demande, ce que nous appelons les fondamentaux, c'est la vague qui forme l'écume. Ce n'est pas l'écume qui fait la vague. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur, Rebondissez. Votre vague? Parce que vous dites qu'il y a une instabilité naturelle, on Oui. comprendrait bien. Alors, est-ce qu'elle ne serait pas plus ou moins contrôlée par rapport à certaines gouvernances? Enfin, je prends ce qu'on appelle le dumping agricole européen. C'est-à-dire les États industrialisés de l'OCDE qui ont versé 350 milliards d'euros de subventions à la production et à l'exportation à leurs éleveurs. Est-ce que cette vague-là ne fait pas qu'en Afrique? Non. Alors, vous pouvez avoir raison dans certains cas. C'est tout le problème qu'il peut y avoir, par exemple, avec la gestion de l'aide alimentaire. Et c'est vrai, et là, dans le passé, à la grande époque de la politique agricole commune, à la grande époque de la politique agricole américaine, c'est vrai qu'il y a eu une utilisation politique des excédents dégagés par les agricultures américaines et européennes et qui souvent ont joué un rôle déstabilisateur dans les pays qui en ont bénéficié. Donc, quand on cherche les fausses raisons, on pense immédiatement à la spéculation et c'est le type même du bouc émissaire facile sur lequel on peut faire poser d'ailleurs une sorte d'aléa moral, spéculer sur le prix du blé. Le blé qui a quand même toute une symbolique, y compris spirituelle, je comprends que cela puisse choquer énormément de gens. Je rappelle qu'on spécule de la même manière sur le pétrole ou sur le dollar. Et on spécule sur des terres qui servent aux biocarburants. Alors là aussi, il y a des chiffres. En 2007-2008, les États-Unis ont consacré au moins 81 millions de tonnes de leur maïs à la production d'éthanol, soit 32 millions de tonnes de plus que pour la campagne précédente. Et on se rend compte que l'utilisation du volume utilisé chaque année pour ces biocarburants atteint au moins 85 millions de tonnes, c'est-à-dire soit 12% de l'utilisation mondiale totale de ces terres et de ces céréales. Ça aussi, on peut se dire, mais c'est complètement fou. Alors là, il faut d'abord rappeler que l'utilisation des biocarburants, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les années 90, nous avons connu une période d'effondrement complet des prix agricoles. Si vous avez gardé en mémoire les chiffres que je vous ai donnés, dans les années 90, on était tombé aux alentours de 50 à 60 dollars la tonne, et je me souviens, à l'époque, d'une étude qui avait été commanditée par la Commission européenne pour savoir s'il pouvait être rentable de brûler le blé pour sa valeur calorique, mais même pas de produire de l'éthanol à partir du blé, brûler le blé pour sa valeur calorique.
Donc on a connu une période de tel effondrement des prix que, effectivement, assez naturellement, un certain nombre de gouvernements se sont dit, pour soutenir notre agriculture, parce que les agriculteurs, ce sont quand même des électeurs, notamment aux États-Unis, on va mettre en place des programmes de biocarburants, et ce d'autant plus que, finalement, ça nous permettra de récupérer une certaine indépendance énergétique. Objectivement, ça, en dehors du cas très particulier de la canne à sucre, pour lequel, là, le bilan énergétique est largement positif. Mais faire de l'éthanol à partir de maïs, quand je regarde toute l'énergie qui est nécessaire pour produire cet éthanol à partir de maïs, le bilan, alors suivant les études, est légèrement positif, légèrement négatif ou à peine à l'équilibre. Donc ça n'est pas déterminant. Ça joue par contre un rôle important dans les équilibres agricoles américains. Et par exemple, cette année où nous sommes en année préélectorale, il n'y a pas un candidat qui va aller dire à l'Amérique profonde que l'on va remettre en cause le programme éthanol. À mon sens, si vous voulez, la responsabilité des biocarburants est une responsabilité de second ordre. Ce n'est pas parce que vous avez eu une flambée sur le riz, il n'y a pas de biocarburant en riz. Enfin, le saké n'est pas un biocarburant, vous en conviendrez. Il n'y a pas de biocarburant sur de très nombreux produits sur lesquels on a eu des flambées de prix. Ça a certainement joué sur le maïs, et ça, c'est très clair. Et à mon sens, c'est probablement voué à disparaître. Il y a une autre fausse bonne solution qui est beaucoup avancée par les personnes qui s'intéressent à ces questions, ce serait l'OGM. L'OGM, c'est le miracle contre les émeutes de la faim. Et puis, alors, on ajoute OGM aux biotechnologies et là, tout le monde mange, quoi. À partir du moment où l'on accepte que l'homme puisse manipuler le vivant, à partir du moment où on accepte cette idée, on se dit qu'on a, avec le champ global des biotechnologies, des possibilités considérables d'adapter justement des productions agricoles à des conditions pédologiques ou climatiques qui, jusque-là, ne permettaient éventuellement pas de véritable activité agricole. Alors, évidemment, ceci peut poser un certain nombre de problèmes. Alors, ça pose un problème éthique de base, avant même toute réflexion économique, qui est un problème éthique, qui est de se demander jusqu'où l'homme peut-il manipuler le vivant ? Car je comprends et je respecte totalement quelqu'un qui me dise « Nous n'avons pas le droit de manipuler la nature à ce point-là et finalement, quelque part, de franchir la barrière des espèces. » Ensuite, vous avez un deuxième problème, et vous en avez parlé, qui est celui, éventuellement, de la brevetabilité du vivant. C'est vrai que est-ce que une entreprise a le droit de breveter un caractère? Il est clair que nous avons là un vrai problème et c'est, à mon sens, le véritable problème, sachant que je dirais, le débat grand public sur les OGM, qui porte beaucoup plus sur des problèmes de santé, le dossier est à peu près vide. Au niveau santé humaine, et d'ailleurs, je vous rassure, vous mangez tous directement ou indirectement des OGM, sauf à être totalement végétarien, mais à partir du moment où vous mangez du poulet ou du porc, le poulet et le porc, ils ont mangé du soja, et ce soja, il est OGM. Donc nous sommes tous nourris aux OGM, je n'ai pas l'impression que nous en pâtissions de quelque manière que ce soit. Non, mais pour en revenir aux émeutes de la faim, les OGM, ce n'est pas tant la question sanitaire que la question des paysans. Vous nous expliquez que les paysans sont déjà exsangues, on les empêche de vivre. Non, attendez, justement, je vois bien où vous voulez en venir. L'idée, c'est de se dire, et c'est vrai, dans une agriculture traditionnelle, je prélève une partie du grain qui va me servir de semence pour l'année suivante. Mais ça, c'est le 19e siècle. Déjà, avec la Révolution verte, on était sur des semences hybrides. Donc, semences hybrides, elles ne peuvent pas se renouveler. Et sur les 52 pays africains, il y en a 37 qui sont agricoles. Ils fonctionnent encore comme ça? Non, pas totalement.
le coton en Afrique est du coton OGM, et incontestable. Alors, si vous voulez, ça revient à un point qu'on abordera un peu plus tard, qui est la question des politiques agricoles. Oui, des gouvernances. À partir il est exact que si je passe à un système OGM, je suis obligé de rentrer dans un système marchand. Ce qui est quand même le cas, qu'on le veuille ou non, de toute forme d'agriculture un tantinet intensive. Voulez-vous aussi vous interroger sur la souveraineté alimentaire, parce que c'était un vaste débat, mais on n'a pas le temps. Alors, vous dites qu'il y a eu cette grande époque de la PAC et qu'il faudrait des PAC, enfin des modèles de PAC, ce serait votre solution. Voilà, je fais bien la différence. Politique alimentaire, politique agricole. Politique alimentaire, c'est la politique qui vise à stabiliser les prix alimentaires pour les consommateurs des villes. Politique agricole, c'est une politique qui essaie, au contraire, de soutenir les agriculteurs. Ces politiques agricoles ont admirablement servi l'Europe, qui était à peine à l'équilibre dans son approvisionnement agricole, est devenue exportateur net pratiquement de tous les produits agricoles grâce à la politique agricole commune, et on peut dire que la politique agricole américaine a joué aussi un rôle fondamental dans l'expansion agricole américaine. Aujourd'hui, le poids politique du monde agricole, en particulier en Europe, mais un petit peu aussi aux États-Unis, a quand même diminué, et donc le temps de ces politiques agricoles est passé. Il en est, à mon avis, totalement différemment dans le tiers-monde. Et ce que je dis dans le tiers-monde, c'est-à-dire dans le monde en développement, là où justement se pose ce problème de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance alimentaire et de maintien même dans les campagnes de populations agricoles qui, si elles ne peuvent pas rester dans les campagnes, vont grossir les bidonvilles dans les villes. Et c'est vrai que le fait de pouvoir disposer de politiques agricoles dans un pays est, à mon sens, quelque chose de fondamental. Il y a d'ailleurs un exemple tout à fait admirable en ce domaine. Le seul pays qui s'est doté d'une politique agricole et qui l'a maintenue envers et contre tout, et même à un moment où les libéraux du Fonds monétaire et de la Banque mondiale voulaient la remettre en cause, c'est l'Inde. Et vous remarquerez, on n'a jamais parlé d'émeutes alimentaires en Inde. On s'indigne parfois que les stocks y sont trop importants, qu'ils ne savent pas et qu'il y a du gâchis alimentaire. Mais l'Inde, 1,3 milliard d'êtres humains quand même, est capable de se nourrir. Ce que a fait l'Europe, ce que ce qu'a fait l'Inde, beaucoup d'autres pays devraient le faire. Le vrai problème, il est simple, c'est qu'une politique agricole, elle peut être financée par 3 individus. Dans certains cas, le producteur, par le biais des taxes. En général, une politique agricole, elle peut être financée, comme ce fut le cas en Europe, comme c'est encore le cas en Suisse, au Japon, dans les pays scandinaves, par le consommateur. Dans un pays du tiers-monde aujourd'hui, le Sénégal dont vous parliez, au Sénégal, le consommateur des villes, il n'a pas un sou. Et il n'y a pas de contribuable. Alors je peux toujours dire que je vais mettre en place une politique agricole qui peut la financer. C'est probablement là notre défi majeur, à nous les pays riches. Ça ne sert à rien de les aider. Ça ne sert à rien de faire de l'aide alimentaire. Ce qu'il faut, c'est les aider à financer, et financer en particulier des garanties de prix. Les agriculteurs, ce sont des gens très intelligents. Vous leur donnez la carotte d'un prix garanti élevé, vrai prix garanti, on va tenir sur la distance, ils vont produire. C'est ce qui s'est passé en Europe, où les années 60, 70, les agriculteurs européens, français en particulier, il y a eu des prix élevés, ça a été le début
de toute une révolution agricole. Un dirigeant agricole français, Michel de Baptiste, appelait ça la révolution silencieuse. Ben, il peut y en avoir des révolutions silencieuses, simplement, il faut être capable de les financer. C'est ce que commencent d'ailleurs à faire quelques fondations privées. Les fondations Gates et Buffett ont mis en place des politiques de garantie de prix dans un certain nombre d'États d'Afrique de l'Est, justement parce que c'est probablement là la chose la plus efficace, la plus efficiente que l'on peut faire. L'important, me semble-t-il, si l'on veut éviter les émeutes de la faim, et si l'on veut surtout éviter la faim silencieuse dont souffrent les populations rurales, et là il n'y a pas d'émeute, mais celle-là elle est quotidienne, et elle se passe aujourd'hui sous nos yeux, sans que nous le sachions, eh bien c'est se relancer des politiques agricoles, c'est quelque chose qui sera long, qui sera difficile, mais je crois à une chose, et c'est un de mes collègues, Bertrand Hervieux, qui avait écrit un très beau livre, dont je reprends le titre, et qui sera ma conclusion, du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes.